Le banquier, bon, bah, moi je ne suis pas trop ouvert, toi tu es banquier, mais tu connais bien les trucs, allez, on va te confier le truc, tu vas gérer tout. Oui, sauf que c'est une absurdité sans nom. Là, on se tire une balle dans le pied, comme on dit. Parce qu'un banquier, c'est une entreprise privée, et une entreprise privée n'a absolument pas comme finalité de sauver le monde ou d'aider les gens. Une société privée, elle travaille pour l'intérêt de ses actionnaires. Donc, à partir du moment où je confie la création monétaire à une entité privée, elle va le faire pour son propre intérêt, pour l'intérêt de ses actionnaires, et pas du tout pour l'intérêt de la communauté. Alors que si c'est la communauté qui s'organise, elle peut mal s'organiser, ça peut mal fonctionner, mais ça c'est la responsabilité de la communauté, peu importe, elle peut réaliser les choses. Mais une communauté, elle va créer cet outil et le gérer pour répondre aux besoins de cette communauté. La finalité est différente. Donc ça pour moi, c'est une évidence qui sera peut-être complètement contestée par d'autres, d'ailleurs en premier nos financiers au haut niveau et nos politiciens dirigeants, qui, il y a quelques années, avant qu'il soit élu dans une réunion, c'était pas moi, je crois que c'était André Jacobin qui était là, qui avait posé en sortie de réunion à Hollande, vous connaissez Hollande, François, la question de dire pourquoi dans votre programme vous ne parlez pas de la récupération des pouvoirs de création monétaire par la nation. Et il avait, à ce moment-là, il avait souri un peu dédaigneusement, en disant « Oh, vous voulez relancer l'inflation ?» Boum! C'est le truc, je botte en touche, c'est le truc régulier qui est assez non. Enfin, j'avais réfléchi un petit peu, non, enfin, pour petit crétin, voilà. Donc c'est un sujet intouchable, parce qu'il y a cette phrase toute faite, qui fait que c'est un sujet qui n'est même pas abordé, si vous n'avez vraiment rien compris. Bon, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le troc est venu aussi des grands navigateurs pour les rois, l'Espagne, etc., qui apportaient la pacotille pour féoder les gens qui avaient peut-être... c'est bien avec des ennemis, c'est bien avec des étrangers. La mise sur des territoires et sur des populations. Donc c'est vraiment l'esprit de la banque actuellement. Mais c'est pas un outil pour vivre en société de temps, c'est un outil... Absolument, mais vous parliez avec l'étranger. Pas dans la société, je parle avec l'étranger. Entre des peuples de différentes cultures, il y a des fois, les Indiens par exemple avec les colons. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est très militaire, effectivement. Oui, c'était une forme de commerce qui s'est affiliée là-dessus, dans des sociétés. Oui. Non, c'est pas du commerce. C'était de la prédation. Excusez-moi. Vous voulez dire quand il y a la dame qui veut. Vas-y. J'essaie de penser un peu différemment du côté du psychologique et de la médiation. Il me semble qu'il y a deux problèmes de ce que vous abordez. C'est la question de l'abstraction par rapport au concret. Or, quand on regarde votre petit film, les gens, là, allient l'abstraction et le concret, puisqu'ils savent très bien que c'est pour leur voiture, c'est pour etc., que la monnaie, c'est l'échange. Donc là, on a bien le concret et l'abstrait qui sont liés. Tandis qu'actuellement, il y a une coupure. C'est-à-dire, on n'est plus... la monnaie, enfin, à grande échelle, si vous voulez, elle n'est plus liée au concret. Je prends un exemple. Je viens d'écrire aux actionnaires de la maison de retraite où était ma mère, et c'est la remarque que je leur fais. Je leur dis, vous êtes médecin, vous êtes actionnaire d'une maison de retraite, mais vous ne voyez que l'abstrait, c'est-à-dire la rentabilité. Vous ne voyez plus ce qui se passe dans le concret de la réalité. Voilà. Donc, ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque par rapport à ce que vous disiez, c'est la question, enfin là, c'est plutôt du côté de la médiation, c'est-à-dire quand vous parlez du troc de la manière dont les sociétés sont organisées, en fait, la monnaie, c'est du tiers. C'est un troisième terme qui représente le collectif, mais un collectif vivant ensemble. C'est-à-dire, c'est un troisième terme. C'est au-delà, c'est au-dessus de chacun. Le cori, c'est ça, la monnaie, c'est ça, dans une petite communauté. Et c'est effectivement du tiers, c'est-à-dire ça représente le collectif, quelque chose qui serait au-dessus d'eux. Et ça fonctionne dans les petites unités. Mais le problème, c'est que
Moi, j'ai l'impression que maintenant, à l'échelle mondiale, on est déconnecté, quoi. Absolument. C'est-à-dire, ça fonctionne comme vous le montrez ici, quoi. Bah, Voilà. Depuis, Et il faut retrouver ça, peut-être, tout simplement. C'est qu'il faut revenir à reconnecter la monnaie qui est la représentation de la richesse réelle. Il faut reconnecter la monnaie à cette véritable valeur. Or, depuis l'événement qu'on va regarder tout de suite, on est rentré dans la financiarisation de l'économie, où donc on se déconnecte de plus en plus de ce qu'on appelle les sous-jacents, c'est-à-dire des actifs réels, et donc on fait de l'argent sur l'argent, on fait du virtuel sur du virtuel, et qui n'est plus du tout connecté à quelque chose qui nous sert pour la vie, avec cette statistique qui nous est donnée par la Banque des règlements internationaux, où 97% des flux financiers mondiaux seraient absorbés par la spéculation et 3% seulement servent à la vie réelle. Voilà, donc c'est ce que vous dites. Il y a l'introduction du facteur temps. C'est entre le moment où le garagiste perçoit ses 50 € et le moment où il va le mettre à l'hôtel ou lui facturer un intérêt sur le temps passé entre les deux, on n'aura plus du tout le même résultat. C'est-à-dire qu'on monnaie la dette et on financiarise la dette. La dette n'est plus une monnaie simplement d'échange. C'est comme si dans un sel, on disait, bah, toi, s'il y a 3 jours que je t'ai rendu service maintenant, c'est pas un vrai échange parce qu'il s'est passé 3 jours, donc tu dois les intérêts de la différence. Là, on arrive à un système absurde, quoi. Et depuis, est-ce que ça ne remonte pas au prêt à intérêt qui date du Moyen-Âge, enfin du milieu juif, si je veux dire, au départ? Juif, protestant aussi. Protestant, chez les catholiques, c'est l'Atlantique. Il y a des bouddhistes. Les religions l'interdisent. Les 3 religions l'interdisent. Et puis on tous y trichent parce que les banquiers. C'est pour dire qu'on a développé cette notion qui est qu'on financiarise la dette systématiquement et que forcément on arrive à des aberrations. On n'est plus dans Mais c'est d'autant plus. L'aberration, je la trouve dans le fait que justement c'est la concurrence. Est-ce qu'on. C'est-à-dire que les orfèvres autrefois avaient des stocks d'or qu'ils peuvent déposer par les commerçants et ils se sont aperçus que l'or c'est lourd. Donc pour payer en or entre les commerçants, etc., c'était difficile. Donc ils ont créé des lettres de change et ils se sont dit tiens, on peut créer plus de lettres de change qu'on a réellement d'or dans le coffre. Et ils se sont dit tant qu'il y a la confiance entre les lettres de change, tout va bien. En réalité, c'est un système. Enfin, c'est le pouvoir régalien de création monétaire, parce que moi j'appelle ça un pouvoir régalien, parce qu'il doit appartenir vraiment à la communauté étatique, à la communauté, c'est le pouvoir divin, c'est le pouvoir de créer l'avenir pour les individus. Parce qu'une banque qui ne veut pas, j'allais dire, projeter et financer le projet de quelqu'un, parce qu'il a décidé de faire, je ne sais pas, un magasin de telle couleur, enfin, je prends un basique, on lui dit bah non, parce que ça c'est pas dans notre projet, parce que la banque décide aussi de notre avenir collectif. Et c'est elle qui crée tout ce qui nous entoure aujourd'hui depuis des années, puisqu'elle a le pouvoir de création monétaire. C'est vrai, c'est ce qu'on. Ça veut dire que notre avenir, sans le pouvoir de création monétaire, si les citoyens n'arrivent pas à le récupérer, au travers peut-être l'État, mais géré d'une manière peut-être différente au travers de la Constitution, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Il faudra arriver à convaincre. Si j'ai commencé par cette nature de la monnaie, c'est pour bien mettre en exergue le fait que c'est un pouvoir qui revient légitimement à la communauté et pas à une personne individuelle, cette personne étant le système monétaire privé. Et vous-même à l'État. Pardon ? Et vous-même à l'État. Oui, c'est ça, oui. Alors, qui vient d'ouvrir le sujet. Par rapport aux matières premières. Oui, l'argent, la monnaie et les matières premières. Ce ne sont pas forcément les exemples, elles sont pas forcément les seuls. Et on a besoin de ces matières premières. Comment paye-t-on les matières premières? Comment est la monnaie par rapport à ces matières premières? Oui, Le monsieur qui est devant, c'est qu'il est encore enfermé dans la croyance de la monnaie liée à la richesse réelle. Alors qu'il faut sortir de ça, comme il le disait tout à l'heure, l'or a été décidé que c'était une valeur
ça en référence. Il faut sortir de ces références-là, monsieur. Pour Oui, que... mais dans ce cas, on sort aussi des références que le Parce pétrole. qu'il y a tout à fait, justement, il faut sortir des références. Et alors, il est basé sur la confiance aussi. C'est pas vrai, ouais, on a décidé que l'or avait de la valeur parce qu'il brillait, ça faisait ceci, parce que cela, mais il n'a pas de valeur réelle. Il n'en a pas. Une matière première, on va l'arrêter. Mais non, non, Il y a une réflexion de base. Ne rentrons pas dans ce genre de débat, il y a des réflexions qui sont faites, qui sont intéressantes. On va peut-être clarifier peu à peu les choses en avançant. Madame ? Tout à l'heure, vous disiez que les banques étaient privées, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des banques d'État? Est-ce que la Banque de France n'est pas une banque d'État? Non, pas Non, du tout. c'était des banques privées, c'était des banques qui avaient été créées par Napoléon en 1800, par un groupe de fortunés. Des financiers, des banquiers français et suisses qui ont porté Napoléon au pouvoir, qui l'ont aidé financièrement pour qu'il accède au pouvoir. Et quand il est accédé au pouvoir, Napoléon leur a créé la Banque dite de France. Et c'est important, à chaque fois on se fait enfumer. Les Anglais avaient vu créer de la même façon la Banque dite d'Angleterre qui était absolument privée, la Banque d'Allemagne absolument privée, la Banque de France absolument privée. La Banque des Fed aux États-Unis. Et c'est important pour les banquiers privés de donner l'impression à l'opinion que la banque est publique pour qu'on leur fiche la paix. Mais la Banque de France était privée et le contrat, les engagements de l'État par rapport à la banque, c'est incroyable, c'est complètement léonin. C'est un contrat où il y a un lion qui est en train de négocier avec un faible. Il faut écouter Guillemin, il y a des conférences de Guillemin, il faut les écouter toutes, elles sont magnifiques, mais il y en a une précisément, c'est la 6e sur Napoléon, où il explique la création de la Banque de France, c'est magnifique, et c'est très important pour comprendre le système dans lequel on vit. Le système antidémocratique et de monnaie privée et rare, qui est celui qui est le nôtre, sont nés à cette époque-là. Donc c'est pas du tout un détail de préciser que la Banque de France a pratiquement toujours été publique, a toujours été privée. Elle a été publique à partir de 1945 quand De Gaulle l'a nationalisée, mais elle restait dirigée par des experts qui sont tous issus des banques privées. Et donc elle a continué à être dirigée dans l'esprit privé. Et avec, à part les 30 glorieuses pendant même lorsque les banques centrales sont publiques, parce qu'on pourrait dire que la BCE est une banque publique, puisque ce sont les États qui sont les actionnaires de la BCE. Mais indépendantes. Oui, enfin, ce sont les banques centrales qui sont actionnaires de la BCE, mais elles ne sont pas toutes publiques, il y en a plein qui sont privées là-dedans. Même quand elles sont publiques, la Banque de France est publique, mais indépendante. Indépendante du pouvoir politique. Donc, c'est très politique. On peut avancer ah bah ça y est, j'ai perdu mon image là-bas. Donc vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a eu un événement, il y a eu un événement majeur en 1971 qui était la fin de la convertibilité du dollar en or. Donc on peut dire que jusqu'en 1971, toutes les monnaies au travers du dollar étaient reliées à l'or, donc on était encore dans un système monétaire qui avait un lien avec une matière précieuse et qui contenait malgré tout l'émission monétaire, même si les Américains ont fait circuler beaucoup plus de dollars papier qu'ils n'avaient de réserve en or. Il y avait quand même encore ce fil à la patte, je dirais un fil en or à la patte, qui conférait, qui faisait perdurer dans notre esprit et dans le système la supériorité ou le garde-fou d'une matière sur laquelle était appuyée la monnaie, qui ne pouvait pas être créée indéfiniment, parce qu'elle devait quand même garder une certaine relativité par rapport à cette matière. Il n'y avait plus que le dollar américain. Il n'y avait que le dollar américain qui était convertible en or, ce qui donnait évidemment une suprématie à l'économie américaine aux États-Unis, parce qu'ils en ont profité allègrement. Mais comme à cette époque, les États-Unis étaient quand même en mauvaise posture, avec la guerre du Vietnam, avec toutes sortes d'autres choses, et que la France et l'Allemagne avaient commencé à demander la reconversion de leurs réserves en papier en or, ils se sont dit, oups, là on est mal parti, si tout le monde fait pareil, on ne s'en sortira pas. Donc ils ont décidé arbitrairement d'abandonner la convertibilité du dollar en or. Bon, ça
c'est de là alors, qu'est partie après toute la financiarisation économique. Les Américains ont négocié avec l'Arabie Saoudite pour que le pétrole se négocie en dollars, pardon, ce qui faisait que par la demande mondialisée du pétrole, le dollar maintenait sa valeur, parce qu'il était très, très, très dominant dans le commerce international, emmené par le pétrole. Donc voilà, ça c'est la négociation, mais qui est conduite dans les dérives qu'on connaît aujourd'hui par cette financiarisation de l'économie, le développement de la spéculation, etc., etc. Donc, ce que je veux souligner ici, c'est que, par cette image qui pour moi... Bon, vous voyez l'orpailleur là, sur la droite, un petit point. Vous voyez l'orpailleur, donc avant 1871, on a un petit peu, on est un petit peu à l'image de cet orpailleur. L'humanité cherche à avoir de l'or, parce que c'est en fonction de la quantité d'or qu'on peut valoriser sa monnaie. Donc le contenu de la vie ou la possibilité, le pouvoir d'achat, en fin de compte, de ce brave bonhomme, dépend des pépites qu'il a dans le fond de son tamis. Il peut être absolument génial, il peut avoir des talents extraordinaires. Désolé, sa capacité d'échange avec les autres est limitée par la quantité d'or qu'il a dans son tamis. Et à partir de 1971, la monnaie perdant sa matérialité, c'est ça qui est pour moi, c'est extraordinaire, perdant sa matérialité, ce n'est plus rien, elle n'existe plus, sauf si on la fait exister. Et de façon virtuelle, c'est que la monnaie devient une unité de compte virtuelle qui n'existe que en fonction des règles du jeu que se fixe l'humain, qui est purement humaine. Et donc c'est un peu comme si, après 1971, notre orpailleur trouvait sur son chemin la lampe d'Aladin. Et là, plus de problème. Il s'est pas dans ça. Mais il suffirait que ses désirs, n'importe quel désir, hop, il caresse doucement la lampe et bim, ça y est, le désir est réalisé. Eh bien, on est dans ce cas de figure aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire. Pour moi, cet événement du 1971 qui n'a absolument pas été compris, peut-être qu'il a été compris, mais de toute façon, tous nos gouvernants et banquiers ont bien vu que leur intérêt était de faire perdurer dans nos esprits et dans la pratique le monde d'avant et de nous faire considérer cette monnaie virtuelle comme étant, en fin de compte, toujours matérielle. C'est-à-dire que tout notre système fonctionne comme à l'époque où la monnaie était matérielle. On est resté dans cette configuration, donc avec une monnaie rare, qui a de la valeur en soi, qui peut manquer, et si ça manque, il faut l'emprunter, contre intérêt, etc., etc. Et en disant que le métier de banquier, c'était un travail d'intermédiation, où là, le dépôt des uns finançait le crédit des autres, enfin, des chansons mensongères, mais qui nous ancrent bien, qui maintiennent bien dans notre esprit l'impression, des sous, il ne faut se pas carrer pour en avoir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et puis, etc., etc. Mais qui a décidé de la dématérialisation? Il n'y a pas eu de décision. C'est la décision, c'est Richard Nixon, c'est le gouvernement américain en 1971, 15 août 1971 exactement, qui a été après validé par les accords de Jamaïque en 1976. Donc c'est l'accord de Jamaïque en 1976, donc là c'est un accord international qui a dit qu'à partir de là, les monnaies devenaient flottantes, elles n'étaient plus appuyées sur une référence commune, qui était, parce que toutes les monnaies avant s'appréciaient par rapport au dollar, qui lui-même avait une valeur fixe par rapport à l'or de 35 dollars l'once. Et tout le monde a accepté ça. Oui, tout le monde a accepté ça. Mais parce qu'ils y trouvaient tous leur intérêt, du moins à des niveaux élevés. De toute façon, il ne faut pas faire autrement. Parce que c'est... Quand on n'a plus la barrière, le garde-fou, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aspirent au retour de monnaie appuyée sur l'or, parce que si c'était appuyé sur une matière comme l'or, on ne pourrait plus imprimer de la monnaie comme on fait, financiariser l'économie comme on fait. Et donc, c'est donc certain qu'on ne retournerait pas vers ça, et il ne faut pas retourner vers ça. Parce que la monnaie doit être émise par rapport à la richesse exprimée par les peuples. C'est ça la véritable richesse. Hein, et pas dépendre d'un facteur extérieur. On a bien vu par exemple qu'au moment de la
conquête de l'Amérique latine par les Espagnols et les Portugais, parce qu'il y a eu un afflux d'or et d'argent, ben, la production était la production, mais il y a eu un tel afflux de richesses monétaires que ça a créé la première grande inflation en Europe. Hein. Donc, c'est pas la quantité d'une matière extérieure qui doit déterminer ce que les êtres humains peuvent faire, c'est reconnaître, se déterminer entre nous. Donc ça renvoie de nouveau à la question politique et à l'exercice de la démocratie. Ça renvoie sur notre capacité à définir entre nous qu'est-ce que la richesse, quelle est la richesse qu'on veut produire, quelle est la richesse qu'on veut partager, et se doter d'un outil pour favoriser la production et l'échange de la richesse admise par la communauté. On peut peut-être à ce stade-là insister sur les deux grands inconvénients d'une monnaie attachée à l'or ou à toute ressource rare qui servirait de référence. Il y a deux problèmes majeurs, il y en a peut-être d'autres encore, mais le premier problème, c'est que quand vous attachez la monnaie à l'or, vous n'arrivez plus à créer de la monnaie dans une quantité différente de l'or qui existe. Et si vous trouvez plus d'or, ben, vous ne pouvez pas créer plus de monnaie, vous vous retrouvez avec une quantité de monnaie qui est en fait insuffisante par rapport à la quantité dont nous avons besoin pour vivre. Or, ce qui est important, c'est surtout ça, c'est est-ce que la quantité de monnaie que nous avons et qui circule, est-ce qu'elle est suffisante pour que nous puissions tous vivre? Donc, premièrement, si on associe la monnaie à une matière rare, on va avoir une monnaie rare. Et donc, on va asphyxier. La conséquence d'une monnaie en quantité insuffisante, c'est le chômage. Et quand on n'arrive pas à tous créer des richesses, exprimer nos talents et créer des richesses, c'est pas simplement parce qu'on manque de monnaie, très souvent. Et il y a une deuxième raison, c'est que quand vous êtes... un deuxième vice d'une monnaie attachée à une valeur précieuse, c'est que donc, quand vous attachez une monnaie à une valeur précieuse, il y a une assimilation entre ce côté précieux de la matière de référence et la monnaie. La monnaie elle-même devient précieuse. La monnaie elle-même devient précieuse, elle devient la richesse. Et les gens, du même coup, la gardent au lieu de la faire circuler. Ils font des tas, puisqu'elle devient la valeur elle-même, puisqu'on l'a associée à quelque chose qui représente la rareté de la valeur. Les gens la gardent. En fait, une monnaie associée à de l'or, elle incite les acteurs. Il n'y a même pas besoin de leur demander, de leur dire faites ceci, faites cela. Si elle est associée à une chose rare, les gens vont la garder. Et quand ils la gardent, elle ne circule pas. Et quand elle ne circule pas, elle manque au corps social. D'où l'intérêt de tous les systèmes de monnaie fondante. Quand les gens savent que la monnaie fonde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un outil de conservation de la richesse, les gens, ça leur brûle les mains, puisque s'ils la gardent, ils s'appauvrissent, donc ça leur brûle les mains, ils la dépensent, et quand ils la dépensent, elle circule, et quand elle circule, comme vous voyez dans la parabole, la demandée, là, quand elle circule, nous arrivons à vivre, c'est-à-dire que nous arrivons à régler nos comptes et à échanger. Mais par le fait qu'on puisse acheter un bien plus important.